Voilà, bonjour à tous. Nous allons pouvoir commencer. Je présente rapidement Louis Gauthier, mais que vous connaissez, sinon vous ne serez pas là d'ailleurs. Louis Gauthier est d'abord et avant tout un ami de longue date, au moins une trentaine d'années, même un peu plus d'ailleurs, et donc qui a travaillé successivement au cabinet de Jean-Pierre Chevènement, Pierre Joxe et Lionel Jospin comme Premier ministre, qui a ensuite exercé des fonctions de SGDSN et qui, parallèlement à ses activités, je dirais, dans des fonctions officielles, est également un académique, puisqu'il a rédigé une thèse et qu'il occupe une chaire de défense à Paris 1. Oui. Bon, okay, voilà, donc je ne me trompe pas, et qu'il est l'auteur de plusieurs ouvrages sur la politique de défense. Il va très prochainement remettre au président de la République un rapport sur la défense européenne, et on va non pas parler de ce rapport, mais évoquer la problématique générale de ce sujet, puisque le président Macron a voulu être très offensif sur les questions européennes lorsqu'il a été élu, et même au cours de la campagne, d'ailleurs, où il a pris des engagements très forts, et qu'il s'est heurté à plusieurs obstacles. Le premier, c'est, alors qu'on attendait un gouvernement allemand rapide et fort, il y a eu des problèmes politiques en Allemagne qui fait que Mme Merkel n'a pas eu le mandat qu'elle espérait avoir en septembre 2017, quelques mois après l'élection d'Emmanuel Macron, que par ailleurs il y a le Brexit qui pose un problème de cohésion et de cohérence à l'Union européenne, et que le facteur Trump est également un nouveau défi, même si pour certains ces deux facteurs, Brexit et Trump, pourraient être autant d'accélérateurs de la construction européenne que de freins à la mise en place d'une autonomie stratégique européenne qui a été souhaitée. Les relations compliquées avec le président américain ont amené à la fois Mme Merkel et Emmanuel Macron d'évoquer le principe d'une armée européenne, qui a donné lieu à des réactions que l'on pourrait qualifier de vengeresses de la part du président américain. Et puis, difficulté supplémentaire, on n'a pas, en dehors du Brexit, mais on n'a pas l'image d'une Europe unie sur à la fois la perception de la menace et la perception des alliances. Et l'on peut dire que les 27 ne sont pas d'accord sur l'analyse de la menace russe, l'analyse du défi chinois, avec là une visite du président Xi Jinping qui est bientôt à Paris, mais qui fait une halte en Italie, qui donne quelques lieu à quelques tendances un peu différentes d'interprétation, qu'il y a également une différence d'interprétation par rapport à la politique américaine, puisque vous avez à la fois la France et l'Allemagne qui jugent que les États-Unis traitent mal leurs alliés, et la Pologne qui consacre de payer 2 milliards de dollars pour construire une base américaine sur son territoire, ce qui n'est peut-être pas tout à fait la meilleure façon d'apaiser les tensions dans la région. Et donc, on voit donc ces différentes perceptions. Et puis, par contre, au niveau des bonnes nouvelles, de façon peut-être plus surprenante, il y a quand même un accord initié par Madame Mogherini sur le fait de ne pas accepter la rupture de l'accord nucléaire iranien et sa dénonciation par le président des États-Unis. Et donc, même les Royaumes-Unis soutient la position française et allemande. Le Royaume-Uni qui était l'un des signataires de cet accord dit 5+1. Et peut-être plus notable encore, le Royaume-Uni a donné son accord pour que ce qu'on appelle l'instrument spécial soit créé. On peut épiloguer sur le nombre d'accords commerciaux qu'il permettra de réellement conclure, mais le signal politique de dire on construit quelque chose qui permet de continuer à commercer avec l'Iran alors que les États-Unis voudraient l'interdire, et que cela a été présenté par John Bolton comme presque une atteinte à la politique américaine, très directe, c'est assez rare de voir les Britanniques franchir le pas et d'abonder dans quelque chose qui est ressenti comme étant tout à fait hostile à la politique américaine. Donc il y a quelques petites bonnes nouvelles, un lot de nouvelles un peu plus grises, et puis l'actualité la plus récente, c'est cette tribune de la présidente du CDU qui est perçue, en tous les cas, présentée comme une fin de non-recevoir des propositions françaises, et on peut penser qu'elle ne l'a pas fait en infraction avec la chancelière, et donc il y a effectivement à la fois beaucoup de raisons pour que Français et Allemands, par rapport à une politique américaine qui est attentatoire à leur souveraineté, avancent du même pas, et on voit en même temps qu'il y a des difficultés à trouver le pas de vis qui va bien. Et donc Louis, merci d'être venu en parler devant le public de l'IRIS. Ce que je te propose, c'est que tu nous dises sur l'ensemble de ces points
quelle est un peu ta vision des choses, ta vision personnelle des choses, et puis on entamera un débat juste après ton exposé liminaire. Merci Pascal. D'abord, là, il faut que j'appuie. Voilà. Vous m'entendez mieux? Vous voulez que je recommence? Pour vous... Oui, redis du bien de moi. Je le ferai volontiers, à la fois pour saluer Pascal, un ami, et vous tous. Je retrouve beaucoup de têtes connues dans cette assemblée. Ça me fait plaisir de les voir. C'est vrai que si on devait commencer, on pourrait commencer tout de suite par une actualité très brûlante. Tu as cité la tribune d'Annegret Kramp-Karrenbauer. On pourrait aussi évoquer ce qui s'est passé hier au Parlement britannique sur le Brexit. Donc l'actualité pleine, elle peut brouiller aussi d'une certaine manière le regard, mais elle nous indique, comme un testeur de manière certaine, qu'on est dans une période critique pour l'Europe. Que jamais, sans doute, notamment au regard de la question de ce soir, la défense européenne, il y avait une nécessité de progresser ensemble. Jamais ça paraissait aussi difficile, et jamais peut-être l'Europe n'avait été aussi bousculée. Elle est à la fois fragilisée de l'intérieur par ses divisions, et elle est en même temps vulnérabilisée de l'extérieur par rapport à un certain nombre de menaces, de pressions, de changements. Tu as évoqué la Russie, tu as évoqué la Chine, on va y revenir, mais elle est en quelques années cette équation de sécurité pour les Européens devenue un polynôme à beaucoup trop d'inconnus. Et je dirais que, puisque tu citais le rapport, il n'est pas officiellement remis, donc je ne vais pas déflorer le contenu de ce rapport, mais avec vous, je veux partager et échanger sur, en tout cas, ce qu'ont été les grandes lignes d'analyse. Et dans ces lignes d'analyse, j'avais remis au président de la République au mois d'octobre une note intermédiaire pour lui dire où on en était dans les réflexions. Et je pense que malheureusement, en 4 mois, le climat s'est encore dégradé, avec des choses qui sont parfois, on peut penser que c'est de l'épiphénomène, des tensions, on a évoqué certaines, les difficultés des discussions en franco-allemand, mais c'est normal, même si on considère que cette relation est structurante, qu'on ait des difficultés dans certaines négociations quand on rentre dans certains cœurs de sujets. En revanche, la dénonciation du FNI, le démantèlement de tout ce qui faisait l'équation de sécurité européenne nous ramène à des tendances beaucoup plus lourdes et beaucoup plus préoccupantes pour les Européens. Et je pense que le premier élément de réflexion, sans doute, il est, je dirais, pour faire simple, c'est un peu la fin des illusions des Européens. C'est la fin des illusions sur le modèle de construction de l'Union européenne, c'est-à-dire un modèle fonctionnaliste, technocrate, qui avait mis la politique de côté, qui considérait que justement pour faire l'Europe, il fallait dénationaliser, dépolitiser au maximum, sinon on ne parviendrait pas à s'entendre. Cette méthode fonctionnaliste, elle montre pour plein d'endroits que d'une certaine manière, elle est bloquée, qu'il y a un rendez-vous politique, que ce rendez-vous politique, lui, il est très difficile, surtout quand on voit aujourd'hui le contexte dans les capitales européennes, dans tous les pays. Le deuxième difficulté, je dirais, sur le modèle européen, c'est que la construction de l'Europe, elle s'est faite justement en mettant à l'écart les questions de défense. Bon, c'est bien connu, mais bon, l'Europe, après l'échec de la CED, a laissé ça. Je prends souvent une image parce que je trouve qu'elle est bienvenue. C'est une puissance qui s'est dépouillée de pratiquement tous les atouts constitutifs de la puissance. Hein. La puissance s'institue normalement à partir de ce cœur d'État qui est cette fonction régalienne de la défense. Et là, on a choisi justement de le mettre à côté, à part dans l'OTAN, dans d'autres constructions ailleurs. Et donc toute la difficulté, c'est aujourd'hui de se poser la question comment cette défense européenne est au cœur ou doit se retrouver un peu plus au cœur si les Européens, et on revient bien à cette question, sont en capacité d'affirmer enfin leurs intérêts stratégiques pour se définir, pour être ce qu'ils sont, pour les défendre. Donc ça, je crois que c'est la première grande difficulté, outre que c'est difficile de parler de défense quand toutes les autres politiques régaliennes, pourtant plus abouties, qui ont été transférées déjà partiellement à ce niveau supranational, sont en crise. Schengen, la zone euro qui est quand même en difficulté. On voit bien que dès lors qu'on n'a pas trouvé
la solution pour régler le rééquilibrage politique de ces politiques régaliennes, on peut difficilement imaginer de le trouver facilement sur une question qui est tellement au cœur de la souveraineté, qui est la question de la défense. Et donc je pense que les Européens sont sur cette question en permanence tentés par les faux fuyants, par les vaines querelles. Combien de fois on nous a posé la question de la non-duplication des moyens entre l'Union européenne et dans l'OTAN, sans se poser la question des doublons et de la gabegie que constituent ces doublons, tout simplement entre les diverses armées européennes. Alors, pas la peine de recommencer, les exemples sont connus, 180 systèmes d'armes du côté européen, 30 du côté américain, 16 chars de combat, 17 modèles de chars, un seul outre-Atlantique, 6 frégates en cours de réalisation ou en service opérationnel à la mer du côté européen, etc., etc. On pourrait multiplier les exemples de doublons, sans même parler il y a autant de ministères de la Défense, il y a autant d'intendances, il y a autant de... Donc, tant que on ne reviendra pas quand même à un certain nombre de questions politiques, mais elles sont difficiles. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas toutes les traiter en même temps, parce que si on les traite toutes, c'est l'impossibilité de s'entendre. Il ne faut pas faire comme si ce sujet-là n'existait pas. Or, le climat politique, il n'est pas propice. Il n'est pas propice, et c'est ce que j'allais dire par rapport au moment où j'ai commencé ce rapport, c'est qu'on a bien vu que progressivement, cette fragilité de l'Europe, elle atteignait presque toutes les capitales. Quelle est la capitale ou quel est le pays qui n'est pas traversé par des difficultés intérieures de sa vie politique intérieure? La coalition allemande, elle durera ce qu'on peut envisager de temps encore à Madame Merkel et à cette coalition pour durer. La coalition italienne, quelle est la durée de vie du gouvernement de Madame May? Et ça, c'est évidemment très difficile de parler d'une question aussi essentielle. Je disais qu'elle était au cœur de la souveraineté. Quand tous les agendas politiques nationaux sont forcément polarisés par la gestion de leurs problèmes internes, y compris en France. Le débat politique en France, après les crises internes ou les difficultés que connaît la France, montrent que c'est pas facile. Donc ce contexte politique, à la fois, on ne peut pas ignorer que c'est un débat politique, on ne peut pas faire mine de continuer à dire la question politique liée à la défense européenne est quelque chose qu'on met complètement de côté, parce que c'est forcément se tromper sur ce qu'on doit faire, et en même temps, le climat n'est pas très propice, et donc il va falloir attendre le passage d'une année qui est assez redoutable, je dois dire, qui est cette année 2019-2020, où toute une série de projets ont été lancés, tu les as évoqués, entre 2016 et 2018, qui sont extrêmement positifs quant à la dynamique de relance de la défense européenne. Ce sont des projets, au contraire, à l'habitude, concrets, surtout capacitaires, la création d'un fonds européen de défense, les coopérations structurées, etc. etc. Mais au moment où cette relance doit s'accomplir, doit d'une certaine manière s'incarner par des décisions au sein de l'Union européenne et par les États, des États qui sont handicapés par leur propre agenda politique, handicapés par forcément les élections qui vont venir, qui vont changer le Parlement, qui vont changer la Commission, et alors même que cette poussée n'a pas été finalisée. On n'a pas les organes de gouvernance du FEDEF, par exemple. On a bien, et heureusement, un schéma qui prévoit doter ce fonds de 13,4 milliards d'euros, mais après tout, il y aura un Parlement qui va être amené, le moment venu, sur la période 21-27, à reprendre ses décisions concrètement. Donc il y a je dirais, ce premier, ce premier cœur de sujet qui est la nécessité de voir de manière très réaliste quel est le moment politique. Fin des illusions, donc le modèle tel qu'on l'avait envisagé est un modèle en difficulté et qui implique une réparation politique. Le deuxième, c'est que, au fond, c'était ce que je disais tout à l'heure sur la construction européenne qui s'était faite en dehors de la dimension de défense, on est au fond passé de la cage de fer de la guerre froide, où on était tenu en otage par l'opposition des blocs, à une cage dorée qui a été celle de nos illusions, qui a été celle que l'Europe correspondait à la construction politique parachevée de la démocratie et du contrat social,
Et donc qu'il suffisait d'attendre que les autres rejoignent ce maximum possible de la construction politique et de l'idéal de l'équilibre social, et que de toutes les façons ce modèle avait vocation à, de proche en proche, rayonner dans le monde, la démocratie, nos valeurs, ce qui nous a d'ailleurs amené à opérer des engagements militaires au nom d'ailleurs de la défense de ces valeurs et du fait que naturellement elles devaient prospérer. Or, évidemment, là, on est un peu dessillé, c'est-à-dire que l'image du monde tel qu'il est aujourd'hui par rapport à ce qu'on imaginait au sortir de la guerre froide qu'il serait, dans cette logique de globalisation, de mondialisation, d'extension des valeurs démocratiques et d'extension de notre, y compris de notre modèle d'intégration régionale. On sait que l'Afrique allait s'unir comme ça, qu'il y aurait le développement d'organisations régionales. Eh ben, c'est pas comme ça que ça s'est fait. Et au fond, aujourd'hui, il faut se poser la question, l'Europe, il ne faut pas la faire simplement de manière nombriliste, en fonction de ce que nous avions imaginé, les pères fondateurs, puis ensuite à la sortie de la guerre froide, mais au fond, en fonction de ce qu'est le monde. L'Europe, il faut la faire en fonction de ce qu'est le monde. Et le monde, bah, c'est la question de Lénine, c'est la question classique, tu l'évoques dans ton livre Le Requiem pour le monde occidental, c'est la question de Lénine, qui tient qui? Et si les Européens se posent cette question, bah, ils voient bien qu'ils sont franchement du mauvais versant du XXIe siècle. Ils sont les grands perdants du XXIe siècle. D'une part parce que personne ne viendra sauver à leur place la mise, et deuxièmement que s'ils restent divisés, bah, cette division ne les met pas à l'échelle des enjeux internationaux, ne les met pas à l'échelle des enjeux économiques, des enjeux technologiques, et donc cette division en fait naturellement des perdants. Quand on reprend, je disais d'entrée de jeu, on parle des duplications inutiles entre l'OTAN et l'Union européenne pour évoquer, il faudra y revenir tout à l'heure, les questions de commandement, de planification, de conduite. C'est en réalité, si vous prenez la masse des budgets européens, à 27 ou à 28, on est entre 200 et 230 ou 240 milliards d'euros, si on fait le total. C'est-à-dire qu'on a un budget qui est supérieur au budget chinois. On a un budget qui est incommensurablement supérieur avec l'ennemi désigné qui nous fait tellement peur, qui est le budget soviétique. En revanche, russe, excusez-moi. En revanche, si vous suivez. Voilà, non, mais parce que d'une certaine manière, c'est venu comme un lapsus, mais parce que je pense qu'il y a une fabrication. Voilà, eh bien, on y reviendra. Si vous reprenez le budget de la défense allemand ou le budget de la défense française, au fond, là, alors les choses montrent que la division nous pénalise beaucoup. Elle explique des impasses capacitaires, elle explique l'incapacité d'affronter les développements technologiques qu'il va falloir, les investissements technologiques qu'il va falloir faire pour rester dans une course, dans une compétition, dans toute une série de domaines, la furtivité, l'hypervélocité, les nanotechnologies, etc., etc. Si nous ne faisons pas ensemble, et c'est là où justement le mécanisme européen est pertinent. Alors, c'est la quatrième poussée. Donc là aussi, je dois dire, une fois que je dis la fin des illusions, elle doit aussi porter sur pourquoi ça n'a pas marché. Parce que il y a eu, tu as été associé notamment dans les années autour de Pierre Jox, il y a eu cette volonté à un moment, notamment avec la discussion de Maastricht, et d'une certaine manière, il y a eu trois poussées. Il y a la poussée de Maastricht, il y a la poussée de Saint-Malo. Pour la France, il y a l'événement que constitue la réintégration dans l'OTAN en 2009. Donc dans un cas, on est dans une poussée surtout institutionnelle à partir du moteur franco-allemand. Dans l'autre, on est dans une poussée surtout opérationnelle en raison des Balkans avec les Britanniques. Et dans la troisième, on est, d'une certaine manière, on rationalise et notre normalisation spontanément va créer de la dynamique. Dans les trois cas, on a vite vu que des choses ont été créées, mais le problème, c'est que il y a eu des développements, il y a eu des strates, une sédimentation, mais jamais on est passé, sauf dans quelques domaines, pour les évoquer, à des niveaux qui ont fait précédent ou qui ont fait effet de levier majeur. Par exemple, dans l'aéronautique, mais c'est essentiellement pour l'aéronautique civile, la création de ADS et d'Airbus a été une vraie intégration. La création dans le domaine des missiles de MBDA a été une vraie intégration.
En revanche, au plan opérationnel, bon, on a beau avoir, je sais pas, je me retourne vers Jean-Pierre, que 1,5 million à peu près de soldats sous les drapeaux entre les 27. Si l'Europe a été capable un jour de déplacer plus de 3 ou 4 000 soldats dans une opération de très basse intensité en milieu complètement permissif, c'est le maximum. Donc vous voyez les gaps considérables quand on met quand même, et notamment face aux dirigeants européens, ces chiffres, que ce soit en milliards, ou que ce soit pour les crédits, ou que ce soit en millions pour les hommes, et la réalité effective de ce que ça a produit au bout du compte, il y a quand même une interrogation. Alors pourquoi? Alors que là, il y a une relance, la 4e relance, elle se fait sous le biais de crédits communautaires. Alors on peut se dire, ça y est, on a trouvé, et c'est vrai, c'est un game changer. Il n'y avait pas d'argent, il n'y avait pas d'argent, on ne savait pas comment, au sein de l'Union européenne, mobiliser des crédits sur les questions de défense, notamment parce qu'il y a un article, l'article 41, qui expressis verbis l'excluait, et on a trouvé passe-passe qui permet de financer des programmes européens et d'une certaine manière de soulager les budgets européens, des budgets des États, tout en favorisant des coopérations, puisque des règles sont mises, à condition qu'évidemment ces crédits soient votés. Et donc on peut se dire, voilà, à la fois la gravité du constat, je vais y revenir, de la situation internationale, à la fois ce changement de donne financier, ben, cette fois on va trouver la voie de la réussite. Je dis, c'est peut-être pas si sûr si nous ne travaillons pas davantage à la cohérence de ce modèle et si nous n'assumons pas au fond ce que doit être cette politique de défense en évitant les faux fuyants, les vaines querelles. Alors, dans la problématique du qui tient qui, je vais pas revenir sur l'évaluation des menaces, donc la fin des illusions, question léninienne du qui tient qui, puis ensuite j'aborderai le au pied du mur, qu'est-ce qu'on pourrait faire à peu près de convenable pour essayer justement de ne pas retomber une 4e fois dans l'ornière. Qui tient qui, je fais vite, hein, on voit bien, c'est vrai qu'il y a une pression constante, voire un rétablissement qui nous inquiète de la Russie. C'est un rétablissement auquel il faut d'autant plus prêter attention que ce rétablissement se fait d'abord avec une certaine agressivité et aussi quand même sur un désaveu de ce qui avait été les accords ou les grands principes d'Helsinki, et puis un travail constant en réalité qui commence un peu avant la Géorgie mais qu'on voit complètement se mettre en place avec la Géorgie, la Transnistrie, la Géorgie, la Crimée, le Donbass. Donc une stratégie qui consiste non pas à envahir, non pas à agresser, mais avoir une stratégie de l'épée, comme dans le Graal, là, dans le flanc d'un pays, puis on donne un coup de temps en temps, on fait saigner la plaie, et d'une certaine manière, on le tient tranquille. Et en le faisant se tenir tranquille, on tétanise tellement les autres, je veux dire les Européens, qui divisaient, qui a absence de sûreté en eux-mêmes, absence de confiance en eux-mêmes, absence de rationalisation de leur intérêt stratégique, de quels sont les dangers, qu'est-ce qui est le plus important, le terrorisme ou cette problématique de l'intimidation ou des provocations russes, comme si les deux ne devaient pas être traités évidemment ensemble. Eh bien, voilà, on voit bien quelle est cette menace. Elle n'est pas, si d'une certaine manière, et ce sera forcément l'intelligence des Russes, alors on peut toujours se dire qu'à force de provocation, on arrive à déclencher un conflit. Mais s'il y a un conflit, s'il y a, je dirais, le risque de l'agression armée, là encore, c'est pour ça que je ne dis pas de vaine querelle, tout le monde, enfin, tous les États qui en sont membres, et la France désormais, considèrent que la défense collective se fait dans l'OTAN. Donc voilà, l'affaire est réglée. Sauf que ce scénario, je ne veux pas être un prophète, parce que je dis, malheureusement, on a vu que dans le passé, souvent les conflits sont provoqués par justement des dérapages ou des accidents qu'on n'imaginait pas. Mais en tout cas, la stratégie russe, elle n'est pas de rechercher le conflit ouvert. Elle est au contraire de rechercher cet affaiblissement par des provocations, par son rétablissement, par une stratégie d'influence, par une stratégie de poussée, et celle-là, elle est constante. Il y a bien un lien entre la Transnistrie, la Géorgie et l'Ukraine, il est évident, y compris dans la façon de faire. Il y a bien dans la descente, dans le rétablissement et dans la descente de la pression russe sur le pourtour méditerranéen, un dessein qui est mis en œuvre. Il y a bien une volonté de rétablissement de sa puissance, et d'ailleurs, la manifestation, vous pouvez dire que la guerre d'Irak, la guerre du Golfe que nous avons connue, est une superbe volonté de manifestation de sa capacité militaire, de la capacité militaire des Américains. Je crois que Alain Jox disait que c'était un dessin praxéologique qu'ils avaient mis en pratique. D'une certaine manière, la Syrie, c'est la mise en œuvre d'un savoir-faire, d'une technologie, d'une capacité d'articulation
assez sophistiqués à la fois diplomatiques et militaires, y compris d'ailleurs pour procéder à la déconfliction sur ce théâtre par les Russes. Donc il ne faut pas minimiser. Je n'oublie pas les problématiques de des cyberattaques, etc. Il ne faut pas minimiser cette pression. Mais il faut dire que là où elle désigne le cœur de vulnérabilité, il n'est pas nécessairement sur des questions du dur du militaire que sur ce ventre mou, ce centre névralgique du continuum de défense et de sécurité sur lequel nous, les Européens, nous sommes très faibles. Et là, il ne faut pas aller chercher la réassurance américaine. Les Européens se fermeraient les yeux, joueraient la politique de l'autruche. Pourquoi les Américains seraient là pour aller réparer une crise cyber? Pourquoi les Américains seraient là pour sécuriser une frontière qu'on n'est pas capable de contrôler suffisamment? Pourquoi les Américains seraient systématiquement là pour régler une crise à la périphérie ou à la voisinage de l'Europe, ou un conflit important qui aurait des effets indirects ou directs sur nous? Ils l'ont dit. Dès les Balkans, rappelez-vous, la Bosnie, Clinton, etc., ils l'ont dit, ce qui expliquait d'ailleurs l'insistance britannique à ce que les Européens soient au rendez-vous et prennent complètement leur part de ce conflit par rapport aux Américains. Ils l'ont redit en Libye. On l'a voulu, on pensait qu'on serait seul qu'on serait en capacité de pouvoir faire avec les Britanniques, puis on a bien vu qu'il fallait quelque part, parce qu'on n'avait pas les capacités suffisantes, appeler les Américains. D'accord, voilà, bien, mais a priori quand même, vous étiez censé faire la démonstration de votre capacité à faire et à poursuivre au plan diplomatique. Donc, on peut penser tout ce qu'on veut de M. Trump, de son intempérance, de propos qui, voilà, l'emporte-pièce. En revanche, si on est lucide, on voit bien que l'engagement ou le réengagement américain, il ne sera pas le réengagement à n'importe quel prix, je vais y venir, et sinon, c'est ce qu'ils nous disent en permanence. Assumez d'abord vous-même les conditions de votre propre sécurité. Donc, si les Européens ne prennent pas, je dirais, dans ce... Et on n'est pas sur des questions qui impliquent obligatoirement l'emploi de la force ou le recours de la pleine force, mais on est dans des situations de crise ou de règlement de conflit qui peuvent impliquer l'emploi des moyens militaires. Non pas pour faire la guerre, mais pour s'interposer, pour avoir un travail de gestion de crise préventif, pour contrôler mieux la Méditerranée, ce qu'on fait d'ailleurs des opérations comme Sophia par rapport au trafic au regard de la Libye. Donc si les Européens ne sont pas au rendez-vous pour gérer ces défis, qui le fera? Donc ça me paraît quand même ne pas se leurrer sur ce qu'est la nature des menaces. Et la nature des menaces, notamment dans le domaine cyber, dans le domaine spatial, attendez, si pour X ou Y raison, il sera sans doute plus facile d'avoir la traçabilité d'une neutralisation d'un satellite qu'il est facile de détecter qui est allé sur vos infrastructures critiques, triturer tel truc, ou qui est là, on ne sait pas pourquoi, dormant dans un centre, dans un réseau informatique. Bon, on le saura sans doute davantage, mais la conséquence, elle est en réalité le blackout, l'incapacité de nos sociétés à fonctionner. Et vous avez, d'une certaine manière, aujourd'hui, il n'y a pas, à la fois le cyber est une dimension du conflit, et à la fois le cyber accompagne le conflit militaire classique. Et donc ça, il faut l'avoir. Vous n'avez pas besoin, si vous avez des défenses cyber faibles, vous n'avez pas besoin, si votre adversaire a des défenses cyber faibles, vous n'avez pas besoin d'attaquer, de bombarder comme on l'a fait au Kosovo, les aéroports, au Monténégro, etc. Il suffit d'en prendre la main, prenant la main sur le réseau informatique. Donc, pourquoi je dis ça? Parce que dans une Europe où il y a certes quelques pays dont les cyberdéfenses sont durcies, je pense au Royaume-Uni, je pense à la France, à l'Allemagne, mais quand je dis ça, je sais que ça n'empêche pas qu'il y a des vulnérabilités qui forcément subsistent, parce que c'est très difficile d'être sûr d'avoir une parade à 100%. Mais je sais aussi qu'il y a des pays qui sont dans une situation extrêmement dégradée d'un point de vue de la cyberprotection, et que ces brèches-là vulnérabilisent tous les autres. Comment s'est fait l'attaque NotPetya? Elle s'est faite par une contamination à partir de l'Ukraine,
jusqu'à une usine de Saint-Gobain, 250 millions de pertes de chiffre d'affaires. Donc, il faut avoir. Donc là, je pense que là, il y a vraiment, quand je disais qui tient qui, quels sont les sujets. Le deuxième sujet, c'est évidemment l'architecture de sécurité européenne. On revient à Mitterrand, à Maastricht, et à Gorbatchev, et à Kohl, et à tous ces gens qui, au départ, en 92, pensaient ou tentaient de penser la défense européenne. Ils l'ont pensé, évidemment, en disant, au fond, l'Europe est sortie de cette cage de fer, de la guerre froide. Elle était l'objet de la confrontation internationale. Elle était le centre de crise. Elle était le centre où, d'ailleurs, s'expérimentait cette crise, où s'exprimait cette crise. Eh bien, voilà, la fin de la guerre froide, on pourrait davantage mettre de notre destin. On pourrait, d'une certaine manière, co-construire l'architecture de sécurité européenne. Ça ne s'est pas fait comme ça complètement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu la tabula rasa. Il est resté l'OTAN, qui restait un pilier essentiel. L'OSCE n'a malheureusement pas prospéré, et toutes les autres tentatives n'ont jusqu'à présent ou n'ont pas bien fonctionné. Mais est-ce qu'aujourd'hui, les Européens ne doivent pas se dire que cette architecture de sécurité de leur continent, il leur appartient de la définir? Attendez, pourquoi il serait plus difficile d'envisager de discuter avec les Russes et les Américains, on peut penser que c'est un langage à trois, qu'on ne le faisait au moment de la guerre froide? Aujourd'hui, la seule chose que je sais, c'est que le démantèlement progressif des traités signés à la fin de la guerre froide, FNI, FCE, Force conventionnelle, ABM, ciel ouvert, etc., vulnérabilise qui? Uniquement les Européens. Les Russes, c'est pas béni, retrouvent la liberté de développer leur gamme de missiles de 500 à 5000 km. Et les Américains, d'une certaine manière, peut-être de faire la même chose en Asie, se sont libérés aussi d'une contrainte. Ce qu'on peut penser aussi, c'est qu'il fallait la matérialisation, il fallait cet échec de ces traités pour dire aux Européens, ça va coûter. Parce que s'il n'y a plus de traités, qu'est-ce qu'il faut avoir? Il faut avoir des défenses antimissiles, il faut avoir effectivement, tu l'évoquais, du réengagement américain, mais ça va coûter. Ça va coûter du F-35, ça va coûter ce que vous voulez, mais ça va coûter. Le réengagement américain va coûter. Donc ne croyez pas que, je dirais, dans ce qui était au fond, parce qu'on peut dire, oui, c'était vermoulu, c'était hors d'âge, finalement, à force de dénonciation, de non-respect, plus rien ne tenait. Oui, peut-être. Mais les seuls qui ont fait mine de ne pas s'en préoccuper sont les Européens, qui sont soit d'un côté victimes d'un chantage russe, d'une intimidation par le développement de nouvelles gammes de missiles, soit la nécessité de rentrer dans une course aux armements, c'est le modèle guerre froide, et en redéveloppant des systèmes pour se défendre. Et donc là, la logique des Européens, ce serait eux-mêmes de réfléchir à la manière dont ils pourraient gérer, assumer, discuter de ce que doit être une stabilité européenne, de nouveaux traités, une nouvelle génération qui correspondent au fond à ce que l'on souhaite, c'est-à-dire plus de stabilité sur ce continent. Alors, je disais maintenant au pied du mur, vous pouvez me dire, tout ça vous avez sans doute raison, mais c'est très lointain, c'est des sujets qui sont immenses, on ne les réglera pas tout d'un coup. Qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai déjà dit que d'abord, première étape, il faut il faut traverser cette passe extrêmement difficile de 2019-2020 pour au moins assurer ce qui sont dans les tuyaux. Les initiatives qui sont là, la CSP, le FEDEF, le SCAF notamment. Donc c'est la première chose qu'il faut faire. Installer les institutions, la gouvernance, les règlements intérieurs. Il y a des choses qui se font, heureusement, mais il faut être sûr qu'au bout du compte, on a bien l'ensemble de ces réalisations qui sont faites. Ensuite, il y a une nécessité quand même d'aller au-delà. Aller au-delà, ça veut dire d'abord de redonner de la cohérence à des projets, à une relance qui est perçue uniquement sur le volet capacitaire, ou majoritairement sur le volet capacitaire. C'est très bien, mais enfin, on peut pas définir des capacités décorrélées d'une doctrine stratégique, décorrélées d'un volet militaire. Donc à un moment, il va falloir quand même se redire, mais comment
on règle ça? Comment, au fond? Or, tu évoquais Mogherini la doctrine stratégique, la stratégie globale de l'Union. Bah, c'est un document qui a été entériné du bout des lèvres. Hein. Le Conseil a salué le travail de Mme Mogherini. Et en 2003, il s'est passé 13 ans entre les deux exercices. Il faut du temps chez les Européens. Heureusement que jamais ces doctrines ne sont considérées comme des doctrines officielles de l'Union, à partir duquel on peut se dire, bah, il y a un catalogue de planification qui fait, bah, voilà les missions, voilà les moyens, voilà les contrats opérationnels, voilà les moyens. Ce que fait une nation à peu près, voilà, comme on fait en France. Le président de la République décide une revue stratégique ou un livre blanc. À partir de là, on travaille, on aménage la planification militaire, on fait une programmation militaire. Donc, on met en regard des menaces, une évaluation de la menace, une évaluation des missions et des contrats opérationnels pour répondre à ces menaces, et puis ensuite des moyens. Bah, si vous regardez dans l'Union européenne par rapport au processus très intégré de l'OTAN, les calendriers ne sont pas en phase, les instances qui sont en charge de ça ne sont pas reliées entre elles. Certaines, en plus de ça, aujourd'hui, ce qu'on évoque là, ça va se faire au travers de crédits communautaires, donc dans la Commission. Mais dès le départ, on avait créé plutôt la défense européenne dans un pilier, dans l'ex-pilier intergouvernemental. Dans un cas, on va décider à la majorité qualifiée, dans l'autre, on est à l'unanimité. Quel est le rôle de l'AED, etc. Toute cette articulation qui doit redonner de la cohérence, c'est le deuxième point. Il faut à la fois de la doctrine, il faut de la cohérence institutionnelle, et puis évidemment, il faut de la ténacité dans la mise en œuvre de ces projets. Donc, le rapport, il part un peu de ça. Il dit affirmation stratégique des intérêts européens. Si on n'est pas d'accord pour constater quels sont nos intérêts stratégiques, donc diversité des comportements par rapport à la Russie, par rapport au terrorisme, par rapport à la Chine, par rapport à la nécessité de maintenir ou non une industrie aéronautique de combat en Europe, la consolidation de la base industrielle européenne, etc. Intérêt stratégique. Deuxièmement, la vraie préoccupation, alors celle-là, elle est quasiment un peu un mantra désormais, elle était moins évidente au départ, c'est celle de la protection de l'Union et des citoyens. Ça, c'est un vrai changement qui est apparu progressivement, essentiellement à cause des crises terroristes. Hein. Ça apparaît un peu sous Solana déjà, après les attentats après les attentats de 2001, mais surtout les attentats de Madrid et de Londres. Et puis évidemment, ce qui a été le choc pour les Européens, 2015, 2016, 2017, d'être sur leur propre territoire, exposés à des attentats terroristes multiples. Donc la logique de la protection, elle s'est dégagée. Mais là encore, la protection, elle se situe où? Pour moi, je l'ai désigné, ça veut dire la capacité à agir dans ce centre névralgique du continuum de défense et de sécurité, parce que c'est là où tout se passe. Dans les nouvelles dimensions spatiales, dans les nouvelles dimensions cyber, mais aussi dans la capacité de gérer son environnement et évidemment de sécuriser sa frontière. Et pour ça, il manque des capacités au sein de l'Union européenne, et notamment des capacités de planification à froid, des capacités de planification à chaud, et des capacités de conduite d'action, que ce soit d'ailleurs des actions civiles, que ce soit des actions civilo-militaires, ou que ce soit des actions purement militaires. Le troisième élément de renforcement, il est justement celui-là. Alors d'ailleurs, c'est celui de la capacité à gérer des crises et à gérer des conflits. Alors, aujourd'hui, on a un système dans lequel on peut dire défense collective, c'est l'OTAN. Ensuite, il y a un gros vide, et on peut se dire qu'aujourd'hui, la manière dont on procède, c'est de passer par une nation cadre, par une coalition ad hoc, etc. C'est-à-dire que pour toutes les missions qui sont un peu dures, un peu moins permissives, eh bien, on passe, ça a été la France qui a joué ce rôle, mais ça peut être une coalition, ça pourrait être l'IEI. Et puis, après, il y a ce que fait l'Union européenne, et là, on est dans des opérations qui sont plutôt des opérations de maintien de la paix, ou des opérations postérieures ou antérieures à une intervention, ce qui fait aussi qu'il y a un tout bas du spectre qui n'est pas couvert. Par exemple, l'évacuation des ressortissants. Les Européens, bon, ben, ils ont de la chance, pour l'instant, ça s'appuie beaucoup sur les capacités françaises, parce que beaucoup des crises qu'on a eu à gérer ont été dans des pays où la France avait des moyens déployés. Mais attendez, moi, on peut se poser la question, qu'est-ce qui serait passé
finalement M. Trump, emporté par lui-même, par sa gesticulation à la fois véhémente et belliqueuse à un moment en Corée du Nord. Heureusement, il a obtenu, grâce à sa diplomatie, des résultats sans doute considérables sur la limitation du programme coréen. Mais à un moment, il y a presque le risque d'une guerre en Asie. Comment aurait fait, quand vous regardez le nombre les ressortissants européens, ils sont en Chine, ils sont partout, ils sont en Corée, ils sont partout. Comment on aurait envisagé une évacuation, nous, Européens? D'accord, s'il s'agit à Abidjan de sortir tout le monde, c'est bien, les Français sont là. S'il s'agit, bon. Donc ça, est-ce que ce serait normal que l'Union européenne se préoccupe, j'ai fini, et donc ce serait normal, à mon avis, que sur tous ces scénarios, il y ait enfin quelque chose d'un peu cohérent, où on se dise, au fond, l'Union européenne, il y a des choses qu'elle doit être en capacité de faire. D'abord parce que la disponibilité même d'une nation cadre comme la France n'est pas automatique. Nous pouvons être, nous, engagés très profondément dans une action nationale. Écoutez, imaginez qu'on ait une opération même pas très importante au moment où nous étions à la fois engagés au Mali, engagés en Syrie. Est-ce qu'on aurait pu être la nation cadre d'une opération un peu complexe, pas forcément très conflictuelle, pas forcément dans un milieu de très difficile, mais complexe? Voilà. Donc il y a des limitations aussi à la disponibilité de la France, il faut en tenir compte. Et puis deuxièmement, la France ou de tout autre pays. Mais il y a peu de pays. Il y avait le Royaume-Uni, il est dehors, et il y a l'Allemagne qui a mené, comme nation cadre, notamment en Afrique, au moins une opération, mais qui montre moins d'engouement pour ces questions. Et puis il y a des moments, et je reviens au conflit des Balkans, où on a besoin que tout le monde soit à bord, non pas militairement, mais politiquement. Et où d'ailleurs il serait difficile de désigner un chef de file, où il serait difficile de dire ça va être une nation cadre qui va prendre la responsabilité. Parce que la responsabilité, elle est d'abord politique. Elle est d'abord de la négociation de l'issue politique. Et celle-là, elle doit être assumée par les 27. Comme d'une certaine manière, pour l'avoir vécu à ce moment-là aux côtés de Lionel Jospin, au Kosovo, quand durant tout le conflit du Kosovo, il y a eu 3 conseils européens avec les chefs d'État et de gouvernement qui ont donc d'une certaine manière pris ensemble des décisions, d'une certaine manière celle de maintenir l'engagement, de refuser les trêves. Je ne sais pas si tu te souviens, il y avait la trêve pascale italienne, il y avait la trêve pascale orthodoxe des Grecs, il y avait le couloir humanitaire de monsieur, et c'était une cacophonie, mais ils se sont mis d'accord. Donc ils l'ont géré quand même du côté européen, ils l'ont géré avec les Américains, mais ils l'ont géré au plan politique. De même qu'ils ont géré d'une certaine manière les perspectives d'intégration de la Yougoslavie explosée vers les partenariats et vers les intégrations possibles un jour de la Yougoslavie. Donc ils l'ont géré. Donc est-ce que, c'est ce que je veux dire, il y a des crises qu'on doit gérer collectivement. Vous avez le contre-exemple qui n'est pas problématique de conflit, mais sur l'immigration, on a été incapable de gérer collectivement. Voilà. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a des défis qui peuvent être des défis sécuritaires, des troupes, des désordres, qu'on a besoin de gérer collectivement. Et pour les gérer collectivement, il faut bien un outil d'effectuation. Il faut bien quelque chose qui fasse que l'Europe puisse être opérateur. Donc dans les dimensions civiles, dans les dimensions militaires, dans les dimensions industrielles, la nécessité de faire converger les choses. Industriel, c'est à mon avis, donc j'en suis aux affirmations, protection, capacité à agir. Il y a évidemment le renforcement capacitaire, c'est celui sur lequel aujourd'hui la priorité est mise, mais il y a enfin la consolidation de la BITD européenne, parce que sans consolidation de ce qu'est notre organisation industrielle, sans reconquête un peu de ce qu'est le marché intérieur domestique européen de l'armement, on aura une très grande difficulté dans la compétition internationale à survivre. Et c'est ce que je disais, on voit bien que dans certains domaines, je pense aux moteurs dans l'aéronautique, je pense à l'aéronautique ou à l'aviation de combat d'une manière générale, on voit bien que là, et c'est pour ça que le SCAF est aussi important, on voit bien que là, on est complètement au pied du mur. C'est-à-dire que si, par exemple, le SCAF ne se fait pas, c'est... Alors, ne pas croire qu'il n'y a pas... Pour ça, les Américains, l'agenda russe, l'agenda chinois, l'agenda américain, sont des agendas qui sont fixés sur la définition de leur intérêt stratégique, ce qui est logique. Et l'agenda américain est très largement convergent avec nous, il ne l'est pas dans le domaine industriel, en tout cas. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc voilà, donc si tout commence par là, cette affirmation
de l'Europe comme un acteur stratégique, ce qu'il a refusé de faire depuis que l'Union européenne est l'Union européenne, et ce qui l'a repoussé au moment, à la fin de la guerre froide. Voilà, j'étais trop long. Non, très bien, merci. Merci, Louis. On va passer, on a le temps qu'il faut, la demi-heure pour le débat. Il y a un micro qui est à votre disposition. Je demande juste, en posant une question, qu'elle soit relativement brève. Ça peut être aussi une remarque, et puis de vous présenter brièvement. Voilà les micros. Donc, il suffit de lever la main. Voilà, monsieur là-bas, au fond. Monsieur. Et bah, déjà, il y a quelqu'un qui est là, après. Hein? Bonjour monsieur, Bastien Lendic, je suis un ancien étudiant de l'ERIS. Je vous remercie pour votre présentation très intéressante. J'aurais deux petites questions. C'est sympathique. La première, c'est par rapport au rapport qui a été remis par la députée Dumont et le député Stroman. Quels sont, donc le mois dernier, quels sont vos points de divergence par rapport à ce rapport qui a été donc déposé? Vous parlez notamment de cohérence dans la BITD. Cette cohérence, elle aura forcément un prix. Ce rapport le souligne, un prix social qu'il faudra payer politiquement. Les industries de défense sont très implantées dans des circonscriptions, dans des espaces où elles sont les premiers employeurs. Je pense notamment au Cher, avec Necter, Thales, MBDA. Une meilleure cohérence en termes capacitaires induira forcément peut-être une réduction de ces activités. La France est-elle aujourd'hui capable de payer le prix politique, j'entends, de cette cohérence? Et enfin, la deuxième question, c'est par rapport au blocage allemand, le récent blocage allemand par rapport aux exportations. Dans le rapport, il est indiqué que la coopération industrielle sera le vecteur de la coopération politique. Quelles sont les voies que vous voyez, vous, aujourd'hui, de sortie de crise par rapport au blocage allemand en termes d'exportation? Je vous remercie. Merci. Alors, c'est vrai que là, je vous faisais une présentation générale. Je ne souhaite pas divulguer ou dévoiler le rapport, mais les propositions, les 91 propositions sont extrêmement concrètes, et il y en a une grande partie qui est consacrée à ces problèmes que vous évoquez, l'exportation et les problématiques industrielles, en essayant de les organiser dans des axes d'effort qui notamment permettent de redonner de la cohérence ou de la réarticulation, soit institutionnelle, soit entre la portée de la problématique militaire et de la problématique capacitaire et industrielle. Alors, par rapport au... Oui, bien sûr. C'est là une des difficultés sans doute pour nous, c'est que cette relance a été très bien accueillie par les industriels français. Je dirais que peut-être, pour la première fois, il y a eu un unanimisme chez les industriels français que je ne connaissais pas. Je connaissais certains industriels qui étaient très européens, puis d'autres qui l'étaient moins, parce que le développement de leur programme ou notamment leur prospect à l'exportation faisait que voilà, ils sentaient moins, vous avez moins d'affection sociétatis, ou que les choses s'étaient moins passées. Donc là, j'ai senti, chez tout le monde, et quel que soit le secteur, un très grand intérêt à la manière dont les choses étaient relancées, ne serait-ce que parce qu'effectivement, il ne faut pas mésestimer l'impact du FEDEF si les sommes qui sont programmées sont effectivement votées, c'est qu'il y a un effet de levier. Il y a un effet de levier important, il faut... évidemment, ce n'est qu'une partie du financement des programmes. C'est un effet extrêmement important aussi en matière de recherche. Il faut être 3 pays, donc ça veut dire qu'il y a 3 pays qui sont solidaires pour par la suite, s'ils sont cohérents, passer des commandes, etc. etc. Donc il y a aussi un effet de convergence. La difficulté pour la France, vous avez raison de le souligner, c'est qu'on a un modèle qui est un modèle national, qui a été structuré sur une notion d'autonomie des approvisionnements, à partir du modèle de la nécessité de l'autonomie de l'approvisionnement de la dissuasion, et puis ensuite dans tous les secteurs, avec une forte industrie nationale présente dans tous les secteurs, avec des champions nationaux dans tous les secteurs. Or là, on a une logique qui va pousser à des mariages, qui va pousser à des articulations avec des entreprises qui ne sont pas forcément pour les marchés présentes sur le marché européen. Par exemple, l'Allemagne est beaucoup plus présente sur des segments qui sont peut-être plus limités, mais elle est beaucoup plus présente que nous sur le marché européen. Donc comment on va se redéployer par des logiques de firmes, par des logiques de filialisation, par des logiques de partenariat? Je dirais que pour les grandes entreprises, ça va être un choix. Alors qu'aujourd'hui, c'est commande nationale plus grand export.
D'où la question qui n'est pas mince de la liberté de pouvoir exporter ou de l'accord qu'on doit avoir avec les Allemands si on veut exporter. Mais on avait alors que, et en plus de ça, en souhaitant être maître d'œuvre ou architecte de système des programmes. Le domaine dominant en Europe, il est d'être plutôt équipementier, voilà, y compris la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni, dans les années post-2000, a joué aussi ce jeu par rapport à l'industrie américaine, de ne pas être présent dans tous les secteurs, de ne pas avoir des champions dans tous les secteurs, je dirais d'être quand même beaucoup lié aussi à la chaîne de commande et de planification de l'OTAN. Donc nous, on a un particularisme. C'est à la fois notre force, parce qu'on a une certaine légitimité à pouvoir prétendre à des rôles de chef de file, parce qu'on a une vraie technologie de pointe, mais en même temps, on ne peut pas prétendre être systématiquement les chefs de file de tout. Il faut savoir faire des mariages, il faut accepter des compromis. Et ça, c'est pas évident. C'est pas évident, évidemment, d'abord pour ceux qui sont, voilà, les entreprises de pointe, Safran, Thales, BDA, Dassault, Naval Group, etc. Mais pour les PME, il y a encore une autre difficulté, c'est qu'on a une chaîne d'intégration de la sous-traitance derrière des chefs de file. Et donc, quand on va devoir présenter à des appels d'offres européens, ben on va devoir dire il faut se marier à 3, donc on risque d'aller chercher un sous-traitant en Pologne ou en Roumanie et d'abandonner celui avec qui on a un lien depuis longtemps. Ou à l'inverse, il va falloir pousser nos PME, si je peux le mettre de manière plus positive, plus optimiste, à aller rechercher, à aller elles-mêmes redévelopper des relations de partenariat plus diversifiées en Europe. Donc c'est vrai qu'il y a un vrai travail d'adaptation industrielle. Mais en même temps, c'est toujours pareil, dans ce débat sur la défense européenne, si on est trop courvu, d'une certaine manière, on est incapable de voir la perspective dans laquelle on doit se situer. Et si on se décentre immédiatement sur cette perspective, elle est tellement lointaine, tellement difficile, etc. Mais si on ignore cette perspective, après, la réalité se ramène à nous. Nous n'avons quand même aucune entreprise en Europe, dans les 27, aucune entreprise, à part Airbus, mais Airbus l'est essentiellement dans le secteur aéronautique civil, qui se trouve parmi les grands champions industriels dans le domaine de l'armement. Il y a les Anglais, mais nous, on arrive en 7e ou 8e position, les premiers Français. Et ensuite, on est dans des dimensions qui sont pas au niveau de la compétition internationale. Alors, c'est pas pour dire qu'il faut faire que le modèle Airbus de l'intégration ou le modèle de MBDA est celui qui doit systématiquement l'emporter, c'est absurde. Mais on doit être capable d'avoir des logiques de partenariat, d'avoir des logiques d'alliance, d'avoir des logiques de consortium qui redonnent du poids dans la compétition internationale, qui s'appuient sur des commandes nationales plus nombreuses, parce que notre industrie, elle est pénalisée par quoi ? Par des effets de série qui sont très limités depuis la fin de la guerre froide. Donc on ne peut pas amortir sur les commandes de l'État français les équipements militaires. D'où la question qui est impérative. On doit être capable de régler cette question des exportations. Mais après tout, les Allemands sont bien parvenus à faire quelque chose au moment de l'Eurofighter. Donc c'est difficile. Alors vous me dites pourquoi ? Moi tu l'évoquais GDSN, j'ai eu plusieurs fois l'occasion d'aller en Allemagne et de régler, je dois dire de manière, ça s'était plutôt bien passé à la fin, ça a été très difficile. Je pense qu'il ne faut pas embarrasser, il y a quelques fois, il faut savoir, je disais, ce sont des sujets politiques, quelquefois il faut éviter d'embarrasser politiquement. C'est un sujet qui est embarrassant, qui est un marqueur politique pour le SPD, on le sait, ils le disent, qui est devenu un axe de la coalition, on le sait, on a l'accord de coalition. Alors, quelquefois, je pense qu'il y a des sujets qui doivent être techniquement négociés, puis on va le plus loin possible, jusqu'à ce qu'on trouve la résistance politique. Mais je peux vous assurer que si on pratique comme ça, dans certains cas, c'est l'inverse qu'il faut faire, mais si on fait comme ça, on gagne un peu des marges, on trouve des accords, il y a des sujets sur lesquels on s'aperçoit que finalement, les choses peuvent se décrisper. Et puis, on n'est pas les seuls. C'est finalement un sujet dont on a vu très vite, les Français ont été les premiers à réagir, on a vu aussi qu'il y avait d'autres pays qui réagissaient, qui étaient sur la même ligne que nous. Mais voilà, il faut quelquefois savoir prendre un sujet et dire, tiens, on va le mettre dans une salle sourde, on va le mettre un peu dans un endroit où il y a une bonne climatisation, et puis on va parler techniquement, puis on va voir ce qu'on peut faire. La diplomatie, c'est fait pour ça, la négociation, c'est fait pour ça. Mais c'est un sujet qui est quand même fondamental. Et je pense qu'on peut avoir, avec nos partenaires,
retrouver des lignes d'orientation politique sur la politique, ou sur, on a bien nous des directives de haut niveau. En revanche, c'est vrai que pour l'instant, et je ne vois pas comment ça pourrait être autrement, les processus d'autorisation d'attribution de licence, elles sont nationales, elles obéissent à des processus d'attribution qui sont des processus nationaux, et voilà, je vois mal comment on peut sortir de ça. Monsieur ? Maxime. Yann, fondateur de Fédéral Europe, parti franco-allemand. J'aurais voulu faire une remarque sur le concept d'autonomie stratégique dont vous avez parlé. Je ne pense pas que l'Europe soit en mesure de disposer d'une autonomie stratégique si elle n'a pas une armée unique. Intervenir dans un pays majeur du Moyen-Orient ou défendre la frontière orientale de l'Europe sans les États-Unis, sans une armée européenne unique, ce n'est pas possible. Mais pour avoir une armée européenne unique, il faut le vouloir, et on l'a presque fait en 1952. On y était presque, et ça a échoué en raison de l'opposition des gaullistes, uniquement. Oui, monsieur, vous venez chaque réunion dire la même chose, donc Alors, pouvez-vous accélérer un peu le mouvement. Donc, je pense qu'on est arrivé à un point où il faut se poser... Rassurez-vous, il arrive à tout le monde de se répéter. Mais si vous pouviez aller à la question... J'y vais. Non, est-ce qu'il faut aller vers le fédéralisme, ça? Voilà, donc la question précise, c'est compte tenu de ce qu'implique une armée unique en termes de budget et en termes de nécessité d'unité de décision, il faut donc se poser, par rapport aux questions de défense, la question d'un vrai fédéralisme européen. Merci. Ben, vous l'avez posé. Voilà. Question est donc posée. C'était une très bonne question. Mais... Qu'est-ce que vous en pensez? On va prendre deux questions. Oui. Merci, monsieur. Paul Arnaud, juriste. Je voulais vous réagir par rapport à ce que vous avez dit en début de propos et sur le fait que l'onirisme, le rêve européen, finalement, pour vous, c'était le temps des prises de conscience que ça allait mal et que, en fait, il fallait penser l'Europe par les conceptions mondiales. Alors, je voulais vous demander, voulais vous faire constater plutôt que le spectacle de ces internationalisations depuis une vingtaine d'années est celui d'un monde standard qui est celui peut-être plus des politiques. Tandis que hier j'étais à une conférence, un exposé, une table ronde à la maison allemande dans laquelle il était question de patriotisme, de nationalisme. Et je veux vous faire remarquer que les populations civiles, elles sont plutôt inclinées à partager plutôt les points de vue, les options qui sont celles des nationalismes, voire celles de l'Europe, mais pas du tout d'un monde standard. Alors, vous avez fait référence, et je ne vais pas être trop long, justement, vous avez fait référence. Vous pouvez poser votre question. Vous avez fait référence à M. Trump. M. Trump qui a des... monsieur, est-ce que vous pouvez venir à votre question, s'il vous plaît? Oui, mais j'y viens, monsieur. Oui, mais monsieur péniblement, donc il faudrait même que vous y veniez rapidement, pour que tout le monde puisse parler. Mais écoutez, je ne pose pas des questions infinies. Monsieur Trump, qui a une marque de fabrique anti-globalisatrice, protectionniste, dit-on, et qui demande, vous l'avez précisé, une protection par les Européens indépendamment de l'OTAN. Est-ce qu'il ne répond pas à ces prises de conscience qui sont plutôt celles des populations civiles, nationalistes et européennes? Je pense qu'il y a des illusions. Il y a eu des illusions parce qu'on s'est trompé sur la course du monde. On n'était pas les seuls à se tromper. Il y a quand même un facteur qui a changé aussi, c'est qu'on pouvait d'autant plus être le prisonnier de nos illusions que l'Occident globalement est en situation de supériorité absolue, économique, militaire. Donc voilà. Aujourd'hui, on se trouve dans un monde qui est plus partagé, où les gaps de supériorité n'existent plus. Donc on a un monde, il faut être réaliste sur l'état des menaces, sur l'état de la compétition internationale, des rapports de force. Mais ça ne veut pas dire pour ça qu'il faut abandonner ses rêves.
Le rêve européen est un beau rêve, il faut le poursuivre. Notamment, on voit bien aujourd'hui dans ce retour des nationalismes combien ces ferments sont toxiques. On le voit bien. Ils sont à la fois toxiques à l'intérieur de chacune de ces sociétés nationales et ils sont toxiques quant à la cohérence, à la constitution, à l'intégration de l'Union européenne. Donc ce rêve européen de dépassement des passions nationales, je trouve que c'est un beau rêve. Voilà, le rêve pacifique, pas pacifiste. D'ailleurs, je prends souvent cette phrase d'un Anglais parce que je trouve que c'est le moment de saluer les Anglais et les Britanniques. Et alors, Lossiam disait, à la fin de la guerre, le patriotisme ne suffit pas, le pacifisme non plus. Ben, c'est un peu ce qu'il faut dire pour les Européens. Le patriotisme, c'est-à-dire le retour aux anciennes patries, etc., vous amène dans des divisions, vous amène à des débats qui stérilisent et surtout à ne pas être à l'échelle des enjeux du XXIe siècle. Et le pacifisme, c'est-à-dire cette illusion, cette cage dorée qui faisait qu'on croyait qu'il n'y aurait pas de menace, etc., eh ben, elle vous a aveuglé. En réalité, non. Et il faut construire une Europe avec effectivement une politique de défense et de sécurité qui soit robuste. Sur l'armée européenne, vous avez fait une analyse historique, je vous la laisse. Je pense que c'est très... Il y a déjà des éléments... Enfin, l'important, c'est pas d'avoir une intégration comme ça d'un coup de baguette magique, transformant tous les képis en un seul. Et je pense que derrière ça, il y a une fonction un peu symbolique d'incarnation. Pour ceux qui l'ont utilisé, il s'agissait d'adresser un message. Comprenez bien que si vous voulez parler aux citoyens, vous leur parlez de FEDEV, comme je l'ai fait ce soir, en espérant pas vous avoir complètement ennuyé, de CSP, d'AED, de SCAF, etc. Vous les perdez. Donc à un moment, il faut peut-être leur parler de choses qui disent clairement les choses. Donc l'armée européenne, c'est une vision, c'est l'idée que les Européens sont unis dans certaines opérations militaires. Et que pour ça, effectivement, il y a des choses à construire. J'évoquais ces capacités qui font défaut. Rappelez-vous qu'au moment de Saint-Malo, on affichait, alors ça a été une armée de papier formidable, et que de papier, on affichait 60 000 hommes. L'ambition des Européens, c'était de pouvoir déployer pendant 18 mois, c'est-à-dire avec la relève, 60 000 hommes. Hein, c'est énorme. Ben, c'est parce qu'on était encore dans le modèle, je sais pas, j'imagine guerre du Golfe ou des déploiements de cette nature-là, guerre du Kosovo. Bon voilà, donc vous vous rendez compte, 60 000 hommes avec tous les moyens terrestres, aériens, maritimes associés. C'était 60 000 déployables pendant 18 mois. Voilà ce que ça signifie. Or aujourd'hui, si on est sur des tournettes à 6 mois, bah, il faut le multiplier par 3. Bon, donc ça c'était l'ambition. Finalement, après on a dit, et notamment les Britanniques dans un instant de raison, mais aussi parce que peut-être qu'ils s'étaient engagés un peu trop, on dit, bah non, il faut passer par des groupes opérationnels tactiques. 1500 hommes, on ne les a jamais déployés. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas déployer 1500, c'est une fiction. Le niveau à peu près, je dirais même pour faire des opérations de basse intensité en milieu permissif, au fond, le volume, c'est 3 000, 4 000 hommes pour une opération qui est un peu importante. Et donc pour ça, vous avez besoin de réservoirs de force. Vous avez besoin de générer, ce que tu viens de dire pour les 60 000, vous avez en réalité besoin d'un niveau au minimum divisionnaire de force pour en générer 2500 ou 3000. Et avec la taille de la planification, la taille du soutien logistique, la taille de l'environnement d'un point de vue du renseignement qui va avec. Donc voilà, donc ça, on peut parler d'armée européenne tant que vous voulez pour éviter de poser cette question qui est plus urgente, qui est de dire si franchement nous pensons, nous Européens, que nous risquons d'être confrontés à de la gestion de crise, y compris dans notre environnement, en Méditerranée, au Levant, dans certaines zones en Afrique, etc., ben, qu'est-ce qui manque? Il manque d'avoir réalisé quelque chose qui soit cohérent, de la planification, en passant au commandement opérationnel, jusqu'à la logistique, au soutien, sur ce qui n'est pas 60 000 hommes, mais ce qui n'est certainement pas 1500 hommes, et qui se situe plutôt à un niveau divisionnaire. Vous n'aurez peut-être pas fait votre armée européenne, mais vous aurez au moins fait quelque chose qui sert, qui est utile par rapport aux défis, aux crises qu'on doit gérer aujourd'hui. Monsieur Basinetti. Merci. Moi, je suis étudiante à l'IRIS. J'avais une question par rapport à la Russie, en sachant qu'elle voit grandir une menace sur son flanc est, qui est la Chine. Levez-vous pour qu'on puisse vous voir et que Louis puisse vous voir.
Donc j'avais une Parce question. qu'on m'a dit, monsieur Pasinetti, que je connais, mais qui me cache. Ouais. Vous allez voir, Vous lui passerez le micro après. sort de ce corps qui parle. Je vous vois. Continuez. Donc en fait, j'avais une question sur la Russie, en sachant qu'elle voit peut-être que son réarmement serait causé aussi par une menace qui viendrait plutôt de la Chine. Est-ce qu'on ne pourrait pas envisager, dans les années à venir, d'inclure la Russie dans une réflexion sur la défense européenne, en sachant qu'il y a une partie de la Russie qui appartient aussi à l'Europe? Alors, je réponds parce que je l'ai déjà un peu dit. Je pense que les réflexions auxquelles j'invite d'abord les Européens entre eux pour savoir, au fond, quel modèle de stabilité, d'accord, ils veulent avoir sur le continent européen. Ils ne peuvent pas le faire seuls. Ils doivent bien le faire avec, effectivement, les Russes. Donc, voilà. C'est le beau rêve de la maison commune qu'avaient Gorbatchev et Mitterrand. Je suis désolé, on repart de là. Mais si on repart de là, c'est parce que historiquement, l'histoire commence là. C'est pas comme ça une espèce de marotte. C'était l'idée de la maison commune. C'était l'idée que, oui, effectivement, il fallait trouver un accord avec les Russes pour gérer la paix sur l'ensemble du continent. Et ça impliquait un dialogue fort entre plusieurs dimensions. Or, en fait, on a choisi, que ce soit l'OTAN ou que ce soit l'UE, la logique de l'élargissement, qui a d'une certaine manière amené de la stabilité aussi. Ça a permis de régler toute une série de situations et de difficultés. Donc ce modèle n'a pas été, ne s'avère pas un mauvais modèle. Mais sauf qu'il aurait nécessité un rééquilibrage par un dialogue beaucoup plus constructif avec les Russes. Dans ces cas-là, il faut être deux, hein. Et sans doute trois, puisque on ne voit pas comment les Américains ne seraient pas présents dans cette discussion stratégique. Donc je ne remets pas toute la faute sur les Européens, mais on voit bien qu'il y a eu, il y a eu cet aspect par rapport à ce rêve de maison commune ou de poupée russe, où il y avait chacun trouvé sa place sous un même toit. C'est autre chose qui s'est développé, qui a quand même apporté, je le redis, de la stabilité, de la paix par ses extensions, mais qui, là encore, c'est la limite du modèle aujourd'hui, puisqu'on voit bien que l'élargissement produit du conflit et non l'inverse. On l'a bien vu sur les problèmes de volonté d'adhésion à l'OTAN de tel ou tel pays. Donc il faut retrouver, à mon avis, vous avez raison, je pense qu'il y a une discussion, mais elle n'est pas facile. Et elle est d'autant moins facile que quand même si j'ai cette position que j'essaye d'exprimer, d'équilibre, de tempérer les choses, il y a quand même un État agresseur, il y a quand même un État qui s'est mis à l'écart du droit international, il y a quand même un État qui continue à pratiquer des actions de déstabilisation. Voilà, donc pour discuter, il faut qu'on soit en situation de pouvoir avoir réglé certaines choses. Un format Normandie, que tant que les choses en Ukraine ne sont pas quand même réglées d'une façon qui est satisfaisante, c'est aussi difficile de parler avec les Russes d'architecture. Mais je pense que, voilà, vous avez raison, c'est un sujet qu'il faut être en capacité d'aborder. Alors, là encore, mais c'est le rôle de la diplomatie. Regardez, on a bien eu des diplomates qui ont été capables de négocier, bien avant la chute du mur de Berlin, toute une série d'accords de fin de guerre froide, de désarmement. On a bien eu des diplomates qui ont été capables de négocier, y compris les corbeilles d'Helsinki. D'accord, la diplomatie, c'est fait pour ça. Mais il y a des diplomaties. Et on est dans un monde qui, je dirais, a quitté ce territoire-là. Parce que c'est un monde où tout est transparent, tout est dit, tout est sûr, etc. Parfois, voilà, ça implique de la préparation, de la discrétion, un travail de longue haleine, des difficultés. Sauf que notre monde ne fonctionne plus comme ça. Et donc, ça rend très difficile. Et d'une certaine manière, ce sont des risques pour la paix. Parce qu'on a évoqué, là uniquement, vous évoquez la Russie, donc les logiques classiques de retour à la puissance. Mais il y a des tas d'autres acteurs non étatiques qui sont dans le paysage international, dont nous ne connaissons pas les prévisions, les comportements, les réactions des acteurs des grandes firmes ou des grands mouvements d'opinion. Et voilà, notre monde fonctionne différemment, mais je constate quand même qu'à certains moments, y compris de relations extrêmement tendues, voilà, des dialogues ont été ouverts. Merci. Il nous reste peu de temps parce qu'on doit terminer à 20h, mais je vais prendre deux questions, Jérôme Pasinetti et Francis Wurtz. Merci. Alors, Jérôme Pasinetti, qui ne se cachait pas dans le corps.
Ça apporte beaucoup de questions. Je vais en poser une plus technique, en fait, parce que pour atteindre l'objectif donc de la défense européenne, il faut à minima au moins une volonté politique, mais j'ose pas aller dans ce domaine-là parce qu'on s'en sortira pas tout de suite. Mais pour fonder cette volonté politique, il faut une évaluation à peu près autonome du risque, de la menace stratégique. Pour avoir cette évaluation, il faut une information, ce qu'on appelle le renseignement stratégique, assez autonome. C'est-à-dire, si on n'avait pas été autonome en 2003, on serait peut-être tombé dans le bourbier irakien. Or, c'est bien un domaine régalien qui est difficile à partager. Donc, comment organise-t-on, comment on peut commencer à organiser le partage d'un certain nombre d'évaluations stratégiques sur la menace, qu'elles viennent de l'Est, du Sud, du Nord, enfin, d'où qu'elles viennent, de manière à ce qu'il y ait un débat stratégique sur la priorisation de la menace qui naisse, et de là, comme tu le disais, si on a une menace, on a peut-être un outil à mettre en face, et si on a un outil, on devrait commencer à avancer. Voilà. Bon, c'est vrai que c'est très difficile. Tu connais bien ces questions, donc je pense qu'il y a quand même, parce qu'on est quand même au départ pour créer cette culture stratégique dans de l'évaluation à froid, quand même dans de l'échange d'évaluation stratégique. Je pense que en plus de ça, il y a tout un domaine qui renvoie aussi à des coopérations spatiales ou à de l'analyse, donc pas forcément à du renseignement humain qui est toujours plus difficile à partager, mais à des données voilà, factuelles avec le développement de l'observation terrestre ou de l'observation même de l'espace sur d'autres types de menaces, des capteurs, etc. Quand j'évoquais la menace cyber. Donc je pense que oui, il y a quelque chose à faire dans ce domaine-là. C'est pas facile, mais on n'est pas dans le cœur d'un renseignement critique qui ne s'échange qu'en bilatéral. Mais pour ça, il faut aussi je pense qu'il y a besoin d'un bilan d'un certain nombre d'organes qui font ça. Bon, comment travailler ensemble, l'état-major de l'Union européenne, le centre chargé de l'intelligence, l'INCENT, le SATCENT, RERON, quelles informations ils ont. Je crois que voilà, tu as raison, quoi, la production d'évaluation. Et si on n'a pas d'évaluation en commun, il y a forcément toujours un biais de soupçon de la nature de l'information qui est émise. De la même manière que tu évoquais ce cas, la vision française par rapport à l'information que donnaient les Américains, bah, tu es un Portugais ou tu es un Letton, tu te dis bah, c'est l'information française. Donc je pense que c'est important d'avoir un peu une bourse d'échange, c'est pas facile. Francis ? Oh, pardon. Merci. Oui, vous avez dans votre précédente réponse, vous avez dit que l'élargissement de l'OTAN et de l'Europe a permis de la stabilité, et par ailleurs qu'il est difficile de parler architecture avec les Russes. Donc, je voudrais d'abord savoir en quoi l'élargissement de l'OTAN a permis de la stabilité, parce que je pense exactement l'inverse. Jusqu'à un certain moment, ça a produit de la stabilité. Laquelle ? Ça a intégré des pays qui sortaient du pacte de Varsovie, qui étaient en demande de réassurance, qui auraient été instables. Ce qu'on a vécu, regardez par exemple la capacité de l'Union européenne ou de l'OTAN à jouer un rôle d'attraction a été un rôle de stabilisation, j'en suis absolument certain. Sauf que la poursuite, c'est de la limite. C'est-à-dire que justement, à partir d'un certain moment, un mécanisme qui est un mécanisme stabilisateur est devenu un mécanisme de perturbation, est devenu un mécanisme conflictuel. Et c'est les exemples que je citais sur la Géorgie, sur l'Ukraine, voilà, je les ai cités. Donc il y a eu une involution, mais jusqu'à un certain point, ça a fonctionné. Seulement jusqu'à un certain point. Je pense que c'était imaginable dès le départ, mais bon. Bah, c'était ce que je vous disais, mais on a raté, c'est ce que je disais, la maison commune, ça ne s'est pas fait. On part de l'existant. On aurait pu tout faire tabula rasa, c'est pas comme ça que c'est parti. Il y a eu effectivement tabula rasa à l'Est, sans beaucoup non plus de précautions peut-être dans cette destruction, qui a fait que par exemple, toutes les fédérations explosées, la Tchécoslovaquie, la Yougoslavie, l'URSS, donc sans beaucoup de maîtrise de ces processus. Ça, les Européens de l'Ouest ou les Américains n'en sont pas responsables non plus. Mais que dans cette bon, moi, je ne vais pas répondre. On n'a pas, à ce moment-là, envisagé, ou on n'a pas su construire, c'était très difficile,
ce modèle de la maison commune qui aurait peut-être été un modèle plus équilibré. Mais bon, voilà, on peut pleurer. C'était pas comme ça que ça s'est fait. Voilà. J'arrête là-dessus. Question précise, mais c'est en lien direct avec ça. Comment jugez-vous le fait que l'Union européenne n'ait même pas daigné répondre, je ne dis pas refuser, même pas daigné répondre, à la proposition de Medvedev en 2008, qui proposait de négocier un traité pan-européen de sécurité sur l'ensemble des différends entre la Russie et l'Europe? Cité de 2008, c'est quoi 2008? C'est quelle année? Non, mais attendez, rappelez-moi simplement pourquoi 2008 est connu. 6 juin 2008 à Berlin, donc avant l'affaire de la Géorgie, avant. Oui, enfin de quelques semaines, quoi. Avant l'incident. Oui. Donc, oui. Non, mais il ne faut pas être quand même dupe des actions gesticulatoires des uns et des autres, quoi. Moi, je veux bien croire tout ce qu'on veut. Je serais très heureux, j'aurais été très heureux que, je disais, en 92, on soit dans la capacité de négocier un tel traité. En plus de ça, dans toute mon expression, j'ai dit que je pensais qu'il fallait qu'on soit dans capacité à un moment, je ne sais pas quand, mais de davantage co-construire la stabilité du vieux continent avec les Russes. Mais je pense que là, il ne faut quand même peut-être pas être trop dupe de la gesticulation et des déclarations, et en rappelant les faits. Et les faits, c'est l'Ossétie du Sud, quoi. Bon, on peut... Si je peux me permettre. J'avais posé la question en plénière du Parlement européen au représentant de la présidence française, M. Kouchner. Quel est l'avis, quel est le point de vue du Conseil européen sur cette proposition Medvedev? Le représentant de la présidence française m'a répondu publiquement: je trouve l'idée très intéressante. Je lui ai dit merci pour votre avis personnel, mais j'ai demandé quelle était la position du Conseil européen. Silence. Et le silence, il dure depuis 10 ans. J'arrête là. Non, mais là le point, on va dépasser, d'abord c'était il y a 10 ans, bon, on va dépasser ce point-là. Et là où vous avez raison, c'est le Conseil européen. C'est là qui, d'une certaine manière, politiquement, sur des questions de cette nature, est-ce que les Européens considèrent que la question de la définition d'architecture de sécurité, ou appelez-le comme vous voulez, sur le vieux continent, est quelque chose qui implique qu'ils en soient complètement partis, alors qu'à la fin de la guerre froide, ils n'en ont pas été partis. Cet accord-là, tous ces traités, la plupart de ces traités que j'évoquais, et c'est pour ça qu'ils ont pu être dénoncés et par Washington et par Moscou, étaient des traités, essentiellement traités entre Russes et Américains, et pratiqués à la fin de la guerre froide, sauf le FCE. Donc voilà. Merci à tous, merci de votre participation, de vos questions, merci à Louis pour tes réponses. Et la prochaine réunion a lieu lundi 18 sur géopolitique et entreprise.